Ce chapitre porte sur les questions de décolonisation, mais aussi toutes les autres questions qui font suite aux décolonisations. Sur cette image, vous pouvez voir un groupe de manifestants suite à la décolonisation de l'Algérie en 1962. On y voit un groupe d'hommes manifestant leur joie suite aux accords d'Évian en 1962 qui annoncent l'indépendance de l'Algérie. Introduction. La décolonisation s'engage après la Seconde Guerre mondiale en Asie puis en Afrique, par des conflits violents ou par des négociations politiques, de nouveaux États obtiennent leur indépendance. Les États nouvellement indépendants doivent faire face aux enjeux de leur liberté. Quelles sont les étapes de la décolonisation? Et quels sont les enjeux de cette décolonisation? Sur cette fiche frise, nous allons voir les différentes étapes de ce processus de décolonisation. Il ne s'agit pas ici de faire une vision totale et globale de la décolonisation, mais plutôt d'avoir une vue d'ensemble. Ce que nous pouvons voir déjà, c'est qu'il y a d'abord une phase de décolonisation. Cette phase débute au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après 1945, et se poursuit jusqu'au début des années 60. Elle débute par l'indépendance de l'Inde en 1947, qui est véritablement le moment fondateur dans les phases de décolonisation. Ensuite, on peut se référer à la conférence de Bandung, qui est une première tentative pour ces pays nouvellement indépendants de s'unifier face aux enjeux de la guerre froide, face à la pression américaine et soviétique. En 1960, c'est l'Afrique noire française qui devient dans son grand ensemble indépendante, depuis le Sénégal au nord jusqu'à Madagascar au sud. En 1962, autre étape très importante dans le cadre de la décolonisation des colonies françaises, c'est l'indépendance de l'Algérie suite à une guerre. Les pays nouvellement indépendants doivent faire face aux enjeux de cette liberté qu'ils ont trouvée. En 1964 est formé le groupe des 77 à l'ONU. Ainsi, ces pays nouvellement indépendants ont un moyen ensemble de faire pression sur la communauté internationale pour faire entendre leur voix et faire entendre leurs difficultés, surtout dans le domaine de la misère et dans le domaine du sous-développement. En 1974, les Nations Unies adoptent une charte pour le développement. Effectivement, tous ces pays nouvellement indépendants ont pour caractéristique très souvent d'être en voie de développement, d'avoir un niveau de richesse par habitant faible et d'avoir des problématiques liées à la pauvreté. Nous sommes à la fiche du croquis récapitulatif. Comme vous le savez déjà, cette fiche est très importante car elle centralise les principales informations à retenir de ce chapitre.
Il y a tout d'abord un contexte favorable aux indépendances. Ce contexte, comme vous le savez déjà, intervient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il est lié à l'affaiblissement des métropoles, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, et il est lié à un anticolonialisme des États-Unis, de l'URSS et de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ainsi, cela rend possible l'accès à l'indépendance, qui se fait en deux phases. D'abord sur le continent asiatique, entre 1945 et 1955 principalement, puis une autre vague en Afrique entre 1955 et 1965. Attention, on parle bien là de généralité. Il y a des cas particuliers sur ces deux continents. Je pense par exemple au cas de la Namibie qui n'est devenue indépendante qu'en 1990. Mais d'une manière générale, la plupart des pays asiatiques deviennent indépendants entre 1945 et 1955 et la plupart des pays africains deviennent indépendants au tournant des années 60. Alors, deux modalités, deux possibilités pour devenir indépendant pour ces pays. Soit la négociation, c'est le cas par exemple du Maroc, c'est le cas de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, aussi bien dominés par l'Angleterre que dominés par la France, mais parfois ils deviennent indépendants suite à une guerre, comme bien sûr en Algérie, mais aussi en Indochine, mais aussi en Indonésie, et dans d'autres territoires. À la suite, une fois que ces pays sont indépendants, ils doivent trouver un moyen de s'affirmer sur la scène internationale. Ne jamais oublier que nous sommes dans le contexte de la guerre froide et que les deux grands États-Unis et URSS, s'ils sont favorables aux indépendances, veulent aussi dominer ces pays dans le cadre de la guerre froide pour avoir davantage de points d'appui contre l'autre, les États-Unis contre l'URSS contre les États-Unis. Ainsi, ces pays qui sont nouvellement indépendants décident de s'unifier afin d'être plus forts face à ces différents enjeux. C'est dans ce cadre qu'en 1955 a lieu la conférence de Bandung. C'est la naissance du mouvement des non-alignés, ni pro-États-Unis, ni pro-soviétiques. Ça, c'est ce qu'il existait sur le papier à l'origine. On va y trouver de très nombreux pays, notamment l'Inde, l'Égypte, soutenus parfois même par certains pays européens. Une fois que ces pays sont indépendants, ils doivent faire face à des difficultés, notamment une importante fragilité économique. Ces pays sont en voie de développement, ces pays ont une structure industrielle, agricole, une constitution de leur économie qui est très très fragile et très très pauvre dans la plupart des cas. Et l'enjeu du développement est vraiment quelque chose de central. Il y a aussi très souvent une instabilité politique. Certes, dans certains pays, il n'y a pas la culture de la démocratie qui est enracinée. Donc des coups d'État sont importants. Et d'ailleurs, cette instabilité politique est liée au néocolonialisme. Le néocolonialisme étant un moyen pour les anciennes puissances coloniales de poursuivre leur influence sur ces pays indépendants par le biais économique avec la domination de grandes entreprises ou par le biais politique avec des interventions dans la vie politique locale, voire des interventions militaires pour permettre à l'ancienne colonie de maintenir une domination sur ces pays indépendants. Dans le cadre de la France, c'est ce que l'on a appelé pendant très longtemps la France-Afrique, c'est-à-dire une politique menée par la France en Afrique afin d'y maintenir une forme de domination des intérêts français sur ces pays africains qui ont trouvé leur indépendance.
Nous allons donc étudier sur une carte qui se situe sur la fiche 1 de votre cours. Vous devrez l'imprimer si possible et ensuite la compléter. Donc nous allons réaliser une carte à partir d'un monde très schématisé, de l'indépendance des différents pays dans le monde et des enjeux autour de cette indépendance. Alors il faut d'abord placer les océans. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, hein, donc vous savez le faire assez simplement. Puis les différents continents, Océanie, Asie, Afrique, Amérique. Europe viendra plus tard. Alors il y a les deux grands. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte de guerre froide, puisqu'on est dans la seconde moitié du XXe siècle, entre les États-Unis en Amérique et l'URSS, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Il y a les puissances coloniales, qui sont principalement des pays européens, avec surtout le Royaume-Uni et la France. Alors, cette décolonisation, elle débute, comme nous l'avons vu déjà précédemment, au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des États qui deviennent indépendants avant 1955, principalement en Asie, au Moyen-Orient, comme par exemple la Syrie ou la Jordanie, et dans le sud du continent asiatique, avec l'Inde, mais aussi l'Indochine qui devient le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Pour devenir indépendants, certains États négocient, c'est le cas en Inde, et certains États passent par une guerre de décolonisation, comme en Indochine. Et parfois, on fait face à des guerres post-coloniales, c'est-à-dire des guerres qui viennent à intervenir après l'indépendance, parce qu'il y a des tensions entre pays nouvellement indépendants ou des tensions à l'intérieur de pays. C'est le cas de l'Inde, par exemple, où il y a des tensions importantes entre l'Inde et le Pakistan, et plus généralement dans cette région entre hindous et musulmans. Je simplifie énormément, mais on peut simplifier ça comme cela. Alors ensuite, il y a le cas des pays qui deviennent indépendants entre 1956 et 1965. Ces pays qui deviennent indépendants sont principalement, comme vous le voyez, en Afrique. Et là encore, vous avez des pays qui deviennent indépendants par la négociation. J'avais donné l'exemple du Maroc précédemment, je peux donner l'exemple de la Tunisie ou du Kenya. Mais vous avez des pays qui deviennent indépendants par une guerre, et là c'est le cas de l'Algérie. Vous avez encore une fois des guerres postcoloniales. Prenez le cas du Congo. La guerre a débuté au Congo, une sorte de guerre civile à la fin des années, enfin début des années 60, et on peut dire que cette guerre s'est poursuivie presque totalement jusque dans les années 2000-2010 et se poursuit quelque part encore aujourd'hui. Enfin, vous avez les pays qui deviennent indépendants après 1965, et là ce sont principalement des pays d'Afrique australe, la Namibie, l'Angola, le Mozambique, les Comores, Djibouti. C'est une des dernières vagues de décolonisation. Alors vous avez des temps forts qui ont marqué cette décolonisation et cette émergence de quelque chose que l'on appelle le tiers-monde. On reviendra sur cette notion de tiers-monde un peu plus tard. Alors, vous avez le cas de la bataille de Dien Bien Phu, qui a lieu au Vietnam et qui montre qu'une puissance coloniale peut être battue militairement par un peuple qui s'oppose à la colonisation, puisque la France est battue par les forces indépendantistes du Vietnam. Et vous avez la conférence de Bandung en Indonésie qui montre qu'une autre voie est possible que celle du choix entre les États-Unis et l'URSS. Décolonisation et affirmation du tiers-monde entre 1947 et 1990.
Fiche court. A. Des puissances coloniales affaiblies. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les revendications d'indépendance ressurgissent. Alors que les métropoles sont affaiblies matériellement et moralement. Ces mouvements nationalistes sont soutenus par les États-Unis et l'URSS. De plus, pendant le conflit mondial, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est affirmé comme l'un des buts de guerre des Alliés, puis est inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945. B. Le processus de décolonisation. Une première phase de décolonisation, entre 1945 et 1955, touche l'Asie. L'Inde et le Pakistan deviennent indépendants en 1947 à la suite de négociations avec les Britanniques, mais dans un climat de grande violence et d'affrontements interconfessionnels, c'est-à-dire entre des religions, c'est-à-dire entre hindous et musulmans. L'Indochine, sous autorité française, ne s'émancipe qu'en 1954, après un long conflit armé qui a duré 8 ans. La décolonisation se poursuit en Afrique à partir du milieu des années 50. La Tunisie, le Maroc et les colonies d'Afrique noire, Afrique équatoriale française, AEF, Afrique orientale française, AOF, obtiennent leur indépendance après des négociations. En revanche, en Algérie, le FLN n'obtient l'indépendance qu'en 1962, après 8 ans de guerre. Les difficultés des nouveaux États. En 1955, la conférence de Bandung marque l'affirmation collective de ces nouveaux États qui déclarent le non-alignement. Ils tentent ainsi de s'émanciper de toute nouvelle domination pour former le tiers-monde. Ils affirment également leur volonté de peser sur les grandes orientations du monde dans tous les domaines, économiques, politiques et diplomatiques. Mais les nouveaux États sont fragiles, ils peinent à développer leur économie et certains connaissent de graves difficultés politiques. Ils sont également confrontés au néocolonialisme. Sur cette fiche, nous allons étudier la colonisation et la décolonisation de l'Afrique. L'Afrique était un continent particulier au milieu du XXe siècle, car quasiment l'ensemble du continent africain était sous domination d'une puissance coloniale. Alors ça, c'est la situation en 1914. Je passe sur ce qui intervient en 1920. Vous avez principalement deux Afriques. Une Afrique sous domination anglaise en vert, depuis l'Égypte au nord jusqu'à l'Afrique du Sud au sud, avec des pays comme le Kenya, comme le Soudan, mais aussi quelques pays en Afrique occidentale, dans le golfe de Guinée, avec le Nigeria ou avec l'actuel Ghana. Et vous avez une Afrique sous domination française, principalement l'Afrique occidentale, avec l'Algérie, l'Afrique occidentale française qui correspond au Sénégal, au Mali, au Niger, et l'Afrique équatoriale française qui correspond en gros au Cameroun, au Gabon et au Tchad. Et sans oublier Madagascar et les Comores. Alors, la décolonisation de l'Afrique française, elle a lieu après 1947. Elle a lieu principalement en 3 étapes. En 1956, c'est le Maroc et la Tunisie qui deviennent indépendantes. Alors pourquoi eux plus rapidement que les autres? Ce n'était pas véritablement des colonies, c'était davantage ce qu'on appelait des protectorats, c'est-à-dire que l'État local s'était maintenu et que cet État local était sous domination de la France. Donc on a rendu l'indépendance à cet État local, notamment au Maroc, avec le roi du Maroc. En 1960, c'est l'ensemble de l'Afrique noire française qui devient indépendante, depuis le Sénégal à l'ouest jusqu'à la République centrafricaine à l'est,
le Gabon au sud, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée et ainsi de suite. Et sans oublier, bien sûr, dans l'océan Indien, Madagascar. Donc c'est en 1960 que toutes ces colonies deviennent d'un coup indépendantes. Il y avait déjà eu le cas auparavant d'une colonie qui était devenue indépendante, mais la plupart étaient devenues indépendantes, sont devenues indépendantes en 1960. Le cas de la guerre d'Algérie est un cas particulier car l'Algérie a été départementalisée dès la fin du 19e siècle et l'Algérie est un territoire qui était particulièrement inséré dans l'ensemble français. On y trouvait une grande communauté européenne et ainsi l'Algérie a vu son processus de décolonisation se compliquer avec une guerre qui s'est déroulée entre 1954 et 1962. Cette guerre prend fin en 1962 et l'Algérie devient elle aussi indépendante. Alors, sur cette fiche, nous allons étudier un cas particulier. Ce cas particulier, c'est celui de l'Inde. En 1947, ont lieu des négociations entre différents représentants indiens et le gouvernement britannique pour négocier l'indépendance de l'Inde. Sur cette photographie, vous voyez 3 personnes. Au centre, on trouve Lord Mountbatten, qui est le représentant du pouvoir britannique anglais en Inde. Il est là pour négocier la sortie de l'Inde de l'espace colonial britannique. À notre droite, en blanc, se trouve le leader musulman Ali Jinnah, qui est le représentant de la communauté musulmane en Inde. Les musulmans représentent dans le sous-continent indien jusqu'à 25% de la population. À notre gauche, on trouve Nehru, qui est l'un des leaders du Parti du Congrès, qui est un des premiers partis politiques favorables à l'indépendance de l'Inde et qui est proche de la communauté hindoue. Sur la photographie que nous voyons maintenant, on voit 2 personnes. On retrouve Nehru, qui par la suite devient Premier ministre de l'Inde dans les années 50. Et à notre droite, l'homme qui est habillé avec un pagne et des lunettes, il s'agit de Gandhi. Alors, Gandhi est un homme extrêmement connu. C'est un leader indien qui s'est rendu célèbre par le fait d'avoir mis en place une campagne non violente en Inde pour s'opposer à la colonisation britannique de l'Inde. Il a démarré son opposition à la domination britannique de l'Inde avant les années 20 et l'a poursuivi avant la Seconde Guerre mondiale et est devenu le leader naturel de l'indépendance de l'Inde au moment de la négociation de cette indépendance en 1947. Il faut savoir que Gandhi avait une vision unie de l'indépendance. Il aurait voulu que l'ensemble des territoires indiens restent ensemble. Malheureusement, sa position n'a pas été celle qui était retenue et l'Inde, comme nous allons le voir, a éclaté en différents pays. D'ailleurs, Gandhi lui-même a été victime de cet presque échec, puisqu'il a été assassiné quelque temps après l'indépendance de l'Inde. Alors,
quels sont les objectifs des négociateurs? Alors, vous avez Lord Mountbatten, qui lui est le représentant des Britanniques, et qui veut obtenir l'indépendance de l'Inde, mais il veut surtout que les différents États qui vont apparaître restent liés à l'Angleterre à travers ce qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est une association entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Il faut savoir que le Commonwealth existe toujours, hein, en 2020. Si vous regardez l'allocution de la reine qui a eu lieu il y a quelques jours, elle parle du Commonwealth à l'intérieur de sa déclaration. Ne jamais oublier que Élisabeth II d'Angleterre, est reine d'Angleterre, enfin reine du Royaume-Uni, mais aussi reine du Canada, de l'Australie, qui font partie du Commonwealth. Et l'Inde, même si c'est une république, fait aussi partie du Commonwealth encore en 2020. Vous avez Nehru, qui lui est favorable à l'indépendance, mais à l'unité de l'Inde. Vous avez Ali Jinnah, qui lui est favorable à l'indépendance, mais qui veut que l'Inde soit séparée entre un État indien, hindou, et un État indien musulman, qui s'appellera le Pakistan. Vous avez ensuite Singh, qui est le représentant de la communauté sikh et qui veut que dans ce futur État, on prenne compte des différentes minorités, notamment religieuses, hein, comme les sikhs ou d'autres communautés, et qu'ils aient des droits et une reconnaissance de leur statut. Alors, la chronologie, elle démarre donc avec, suite à l'indépendance, avec Nehru qui devient Premier ministre, mais très rapidement des tensions éclatent, notamment entre le Pakistan et l'Inde, on reviendra là-dessus. Et comme vous pouvez voir, si l'Inde devient une démocratie en 1949, malheureusement, régulièrement, il y a des conflits entre l'Inde et le Pakistan. La position de la Ligue musulmane. Pour le parti du Congrès, le gouvernement britannique doit d'abord accorder l'indépendance et transmettre l'appareil civil et militaire de l'État aux hommes du Congrès, qui mettront en place au gouvernement national selon leur propre conception. Au contraire, la Ligue musulmane se fonde sur la réalité. J'expliquais en détail les différences fondamentales entre hindous et musulmans. Il n'y a jamais eu, pendant tous ces siècles, d'unité sociale ou politique entre ces deux principales nations. L'unité indienne dont on parle aujourd'hui ne relève que de l'administration britannique, qui n'a maintenu la paix, la loi et l'ordre dans ce pays que par le recours à la police et à l'armée. La revendication du Parti du Congrès est fondée sur une nationalité qui n'existe pas. Notre solution se fonde sur la partition du territoire de ce sous-continent en deux États souverains, l'Hindustan et le Pakistan. Discours d'Ali Jinnah devant la convention législative de la Ligue musulmane à Delhi le 6 avril 1946. Alors, cet extrait du discours d'Ali Jinnah, je répète, Ali Jinnah, c'est le leader de la communauté musulmane dans l'Inde britannique avant l'indépendance. Il explique que le parti du Congrès, c'est-à-dire le parti de Nehru et le parti de Nehru et le parti de Gandhi, veulent l'indépendance et l'unité de l'Inde. Mais pour Ali Jinnah, cette indépendance ne peut être possible que si les communautés se séparent. Et lui, il propose que la communauté musulmane forme un État différent qu'il appellera le Pakistan. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Face à cette demande, les négociateurs donnent raison à ce point de vue. Et si l'Union indienne apparaît, avec l'indépendance de l'Inde dominée par Nehru et Gandhi, où on va reconnaître quand même les minorités religieuses, comme le voulait le représentant sikh, mais les musulmans obtiennent la partition et deux États musulmans se forment, un à l'est, un à l'ouest. Vous avez le Pakistan
oriental et le Pakistan occidental, c'est-à-dire le Bangladesh, dans lequel on va retrouver principalement une majorité musulmane. Et donc on a différents États. L'Inde éclate en 3 États, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Sur ce document, on peut voir les différents problèmes liés au mal développement. Donc on a 2 colonnes entre 1951 et 1971 où l'on voit différentes informations. Alors c'est un peu flou, donc je vais vous l'expliquer. 83%, 80%, c'est le pourcentage de la population qui vit à la campagne. Donc on voit qu'il reste assez stable, même s'il diminue un tout petit peu. On voit que la population active dans le domaine agricole diminue elle aussi un tout petit peu entre 1957 et 1962. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pays où l'immense majorité de la population travaille dans les champs, ça veut dire que c'est un pays qui a un mode de vie très traditionnel, qui n'est pas rentré dans le mode de vie, j'ai envie de dire, moderne. Moderne, attention, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut tout simplement dire que c'est lié à l'industrialisation. On a un taux d'analphabétisme qui est très élevé. 80% en 1951, ça veut dire 80% des gens qui ne savent pas lire et écrire. Il tombe à 65% en 1971. C'est encore beaucoup, 65%. Mais étant donné que la population augmente beaucoup, qu'il y a beaucoup plus d'enfants, c'est un vrai effort qui est fait sur la scolarisation. Mais cet effort est porté davantage sur les hommes que sur les femmes, puisque les femmes sont encore près de 80% à ne pas savoir lire et écrire en 1971 en Inde. La scolarisation augmente, 76% des enfants sont scolarisés en 1971, alors qu'il n'était que moins de la moitié en 1951. Et l'espérance de vie augmente. Donc on voit que sortir du sous-développement, c'est un effort énorme en termes de scolarisation, en termes de santé. Et il faut le lier à ce document-ci qui montre l'augmentation de la population en Inde. L'Inde a environ 300 millions d'habitants dans les années 30 et de 300 millions d'habitants dans les années 30, 50 ans plus tard, l'Inde passe à 800 millions d'habitants. Donc on a une multiplication par 2, presque par 3, en l'espace de même pas la vie d'un homme. Et on voit clairement que cette augmentation, elle accélère après l'indépendance de l'Inde, avec une explosion de la population. 800 millions d'habitants il y a 40 ans, aujourd'hui l'Inde fait presque 1 milliard 400 millions. Donc on est passé de 800 millions à 1400 millions en l'espace de 40 ans. Donc la gestion de cette masse de population est un vrai souci. Référez-vous aux émeutes de la faim que nous avons en Inde en ce moment, à cause de la tragédie de ce que nous vivons avec le Covid-19. En Inde, les gens confinés parfois ne peuvent pas manger, n'ont pas accès à la nourriture à cause de ce mal développement qui est lié aussi à cette masse démographique, qui est difficile à gérer pour un État qui est un peu fragile. Donc, je conclurai cette leçon en disant que, après avoir obtenu leur autre processus de décolonisation. L'Inde, c'est un processus de négociation avec des guerres post-coloniales, mais dans la négociation, il n'y a pas de guerre entre le Royaume-Uni et les forces indiennes. Par contre, là, avec le cas de la guerre d'Algérie, si. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, l'Algérie était une colonie française qui est devenue un ensemble de départements dans lequel on retrouvait une importante communauté européenne et française qu'on appelait les Pieds Noirs. Alors, tout démarre
en novembre 1954 avec une vague d'attentats perpétrés par le FLN, l'objectif étant de pousser à la négociation, de pousser à l'indépendance. La France va réagir en y envoyant massivement des troupes tout au long de la fin des années 50 et on va assister à une guerre de guérilla entre l'armée française et les troupes du FLN. Alors, sans faire la chronologie générale, hein, ce qu'on peut retenir, c'est que le conflit éclate en 1954 et prend fin en 1962, qu'il y a des temps très forts et très violents, hein, comme la bataille d'Alger en 1957, où la France cherche à écraser la représentation du FLN dans les grandes villes et notamment à Alger. Dès 1955, l'armée donc est impliquée et c'est la guerre d'Algérie qui aura une influence importante sur la vie politique française, puisque c'est elle qui provoque la fin de la 4e République et l'arrivée de la 5e avec le personnage du général de Gaulle. Dès la fin des années 50, de Gaulle annonce l'autodétermination du peuple algérien, qui débouche sur l'indépendance de l'Algérie, puisque suite à un référendum, les Algériens votent pour leur indépendance et les Français votent pour accorder cette indépendance à l'Algérie. Donc cette guerre a provoqué des centaines de milliers de morts et elle a été un véritable traumatisme pour la société algérienne, bien entendu, mais aussi pour la société française, puisque des milliers de jeunes appelés ont participé à cette guerre. Un appelé, c'est tout simplement un jeune homme qui fait son service militaire et qui est appelé donc dans l'armée et qui doit effectuer son service militaire en Algérie. Alors, ce que l'on voit déjà, c'est qu'en 1954, il y a environ presque 10 millions d'habitants en Algérie. 9 Algériens sur 10 sont d'origine algérienne et sont dits français musulmans. Et un Algérien sur 10 est un Européen, c'est-à-dire un pied noir. On voit qu'il y a une différence de développement importante entre ces deux populations. Les Européens ont une mortalité infantile inférieure, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants d'origine européenne en Algérie qui meurent que d'enfants d'origine locale, j'ai envie de dire. Tout simplement parce que l'accès à la santé était très différent. La représentation de la population agricole, 2% d'un côté, 98% de l'autre, tout simplement, c'est lié au fait que les Européens vivaient principalement dans les villes. Alors quand je dis les Européens, faites bien attention, hein, il s'agit de populations d'origine européenne. Mais pour certaines personnes, ils étaient là, leur famille était là depuis plusieurs générations. Ils sont davantage cadres, ils sont davantage scolarisés. Et donc on a clairement une population qui contrôle le territoire par rapport à une autre qui est sous domination. Et c'est l'une des raisons de la guerre d'Algérie, hein, le refus d'accepter cette domination qui est considérée comme étant venant de l'extérieur. Alors je vous laisserai faire pause et lire ce texte. Hein. Il vous sera utile pour répondre à la question sur la fiche 2. Sur cette fiche, nous allons conclure cette leçon. Tout d'abord, nous allons reprendre les principaux éléments du cours. La décolonisation a été rendue possible parce que la situation internationale était favorable après 1945. Les puissances coloniales sont affaiblies, notamment la France et le Royaume-Uni, et les deux grands, URSS et États-Unis, sont favorables à la décolonisation, ainsi que l'Organisation des Nations Unies.
Ainsi, la décolonisation débute avec la décolonisation de l'Inde, une phase principale entre 1947 et 1962, d'abord en Asie, puis en Afrique. Il y a des décolonisations qui sont négociées, comme en Inde, où il y a des décolonisations plus violentes, comme celle de l'Algérie, avec une guerre. Ainsi, après la décolonisation vient la période de l'indépendance, celle de l'émergence du tiers-monde. On voit avec la conférence de Bandung une tentative pour chercher un autre chemin entre celui des États-Unis et de l'URSS, qui se poursuit avec la conférence de Belgrade en 1961, et surtout la mise en place d'une pression du tiers-monde, avec le groupe des 77, à l'ONU. Revoyons rapidement les deux exemples que nous avons étudiés précédemment. Vous avez le cas de l'Inde. L'Inde devient indépendante en 1947. Il y a une négociation entre les Britanniques, avec Lord Mountbatten, et le Parti du Congrès, autour de Nehru et de Gandhi, et la Ligue musulmane, autour d'Ali Jinnah. L'indépendance est donc obtenue en 1947, mais le pays est séparé en deux, puis trois, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Il y a par la suite des violences entre les musulmans et les hindous, et des déplacements massifs de population. L'Inde devient un pays démocratique, un pays leader dans les pays non alignés, mais c'est un pays sous-développé, la population reste massivement rurale, très pauvre, avec une explosion démographique. Et les tensions sont toujours aussi fortes entre l'Union indienne et le Pakistan dans les années qui suivent l'indépendance. Observons maintenant le cas de l'Algérie que nous avons étudié. En 1954, le FLN proclame l'indépendance de l'Algérie. Débute alors la guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie, entre le FLN et l'armée française. D'un côté, il y a la torture, de l'autre côté, il y a les attentats, donc toute une série de violences. En 1962, la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Ce sont les accords d'Évian. Les Français quittent l'Algérie, notamment les Français d'Algérie qu'on appelle les Pieds Noirs. Après l'indépendance, un parti unique est établi. Le FLN dirige l'Algérie. C'est un pays qui est non aligné, comme l'Inde. Un pays qui est aussi sous-développé dans ses premières années, avec une population qui reste rurale et pauvre, une explosion démographique. Le pays tire sa richesse des ressources du pétrole et du gaz pour financer son industrialisation. Dans les deux cas, la problématique du développement est au centre des politiques qui suivent l'indépendance.